En décembre 1998, dans la vallée de Chevreuse, près de Paris, une jeune femme disparaît de la somptueuse demeure d'une riche famille d'industriels. Isabelle Dubois, 29 ans. 3 ans plus tôt, elle était l'une des actrices les plus prometteuses du cinéma français. Après son mariage avec l'héritier d'un empire du textile de luxe, elle avait quitté le monde du spectacle. Tout le monde pensait qu'elle menait une vie de rêve comblée de tout ce que l'argent peut offrir. Et pourtant, elle s'est volatilisée en pleine nuit, abandonnant son fils de 2 ans. Sa belle-mère a affirmé qu'elle s'était enfuie avec un amant. Son mari n'a montré aucun intérêt pour sa disparition. L'inspecteur en charge de l'affaire, se fiant uniquement à la parole de la puissante famille, a rédigé une note laconique avant de classer le dossier. La sœur d'Isabelle a tenté de présenter une lettre de sa sœur comme preuve, mais elle a été éconduite sur le perron du commissariat. C'était une époque sans téléphone portable, omniprésent, sans caméra de surveillance à chaque coin de rue. Personne ne pouvait savoir ce qui se passait derrière les hauts murs du domaine des Chevaliers. Pendant 10 ans, rien ne s'est passé, du moins en apparence. Puis à l'automne 2008, la fontaine monumentale en marbre qui trônait au milieu du parc du domaine a commencé à s'incliner. Pour la réparer, il a fallu creuser jusqu'à ses fondations. À 1 mètre sous le béton, la pelle d'un ouvrier a heurté quelque chose. Ce que le métal a repoussé n'était ni de la terre ni une pierre. La femme disparue 10 ans plus tôt était là juste en dessous. Elle était enterrée dans le jardin même où son fils jouait tous les jours. Qui l'avait mise là et qui avait érigé cette fontaine de plusieurs tonnes par-dessus pour la dissimuler si parfaitement pendant une décennie. L'histoire de ce jour-là commence maintenant. Le 14 octobre 2008, dans l'après-midi, sur le domaine d'Henri Chevalier, fondateur de la maison de textile de luxe Maison Chevalier, dans la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Alors que l'automne déclinait une longue ombre, s'étirait sur la grande fontaine en marbre au centre du parc. Léo Chevalier, le petit-fils de la famille âgé de 12 ans, s'apprêtait à jongler avec son ballon de football quand il s'arrêta net. À droite de la fontaine, le gazon était affaissé, formant une dépression en forme de pas de géant. L'eau de la fontaine s'écoulait le long des jointures du marbre, créant une mare de boue. Léo posa son ballon et s'approcha de la zone effondrée. La semelle de sa basket s'enfonça à moitié dans la terre détrempée. Papa, le sol de la fontaine s'est effondré et il y a de l'eau qui fuit partout. Par la fenêtre de son bureau, Jean-Pierre Chevalier passa la tête. Il ajusta ses lunettes, jeta un coup d'œil distrait au jardin et dit avec indifférence « Dis-le à Jacques, qu'il appelle un réparateur et qu'il s'en occupe ». Léo hocha la tête et courut vers la dépendance du jardin. Le majordome Jacques Vasseur sortait de l'entrepôt. « Monsieur Jacques, papa a dit d'appeler un réparateur pour la fontaine. Il y a une grosse fuite. La fontaine entendue, jeune maître. Je vais contacter une entreprise. » Jacques sortit un carnet de sa poche et commença à chercher un numéro. La maîtresse de maison mère de Jean-Pierre Simone Chevalier était en voyage en Europe depuis 10 jours et son mari Henri était décédé en 2006. D'habitude, Simone gérait personnellement tout ce qui touchait au parc, mais en son absence, la gestion du domaine incombait à Jacques. Jacques appela immédiatement l'entreprise Marbrier d'Art de Versailles. 2 jours plus tard dans la matinée, un camion franchit le portail du domaine. Dans la benne se trouvait un marteau-piqueur, des pelles et des seaux. 3 ouvriers en bleu de travail en descendirent. Le chef de chantier Didier Martin enfila ses gants et fit lentement le tour de la fontaine. Des traces sombres d'infiltration d'eau s'étendaient sous le socle en marbre et le sol du côté de la fontaine était visiblement incliné. Si le sol s'est affaissé à ce point, c'est un problème de fondation. On n'a pas le choix, il faut ouvrir par le haut. Didier fit un signe à ses 2 jeunes ouvriers. Descendez le marteau-piqueur. On va casser le béton et creuser. Le marteau-piqueur commença à mordre le béton et un bruit strident emplit le jardin. Un nuage de poussière blanche s'éleva et les ouvriers évacuèrent les débris de béton et la terre à la pelle. Lorsqu'ils atteignirent une profondeur de 2 mètres, la sensation au bout de la pelle changea. Ce n'était plus une pierre dure, mais quelque chose de souple et de résistant qui repoussait l'outil. Didier leva la main. « Stop, stop, il y a quelque chose en dessous. » Didier s'agenouilla et écarta la terre avec ses mains. Un gros paquet enveloppé dans une bâche noire apparut. Il souleva prudemment un coin de la bâche, révélant le couvercle d'une grande malle de rangement en caoutchouc fortement décoloré. Une longue fissure parcourait la surface de la malle, et à travers cette fente, un objet blanc était visible. La main de Didier se figea en l'air. « Ça alors !» Un des ouvriers recula d'un pas laissant tomber sa pelle. « Chef, c'est pas un os, ça ?» Didier se releva lentement. «
Il sortit son téléphone portable de sa poche, mais ses doigts tremblaient si fort qu'il se trompa 2 fois de numéro. « Allô, la police judiciaire de Versailles, je suis au domaine Chevalier à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. On faisait des travaux sur les fondations d'une fontaine et on a trouvé ce qui ressemble à des ossements humains. 40 minutes après l'appel, une voiture de police banalisée s'arrêta devant le domaine. Le capitaine Olivier Martel de la PJ de Versailles en descendit, 37 ans, une carrure solide et un regard perçant. En entrant dans le parc, Martel balaya les lieux du regard. Les ouvriers s'étaient écartés de la fontaine, et dans le trou béant, une malle noire était à moitié visible. Martel s'accroupit au bord du trou et alluma une lampe torche. Le faisceau illumina l'intérieur de la fissure, révélant distinctement les contours de l'objet blanc. C'était bien un os humain. À côté, on distinguait un escarpin en cuir pour femme style années 90 et un bracelet en métal fortement corrodé était collé juste à côté. Martel se releva et se tourna vers les ouvriers. Personne ne touche à rien. À partir de maintenant, ce parc est une scène de crime. Il saisit sa radio. Centrale, ici Martel. Domaine Chevalier à Saint-Rémy. Découverte de restes humains présumés dans les fondations d'une fontaine. Demande intervention de l'identité judiciaire. L'équipe de l'identité judiciaire arriva et emporta la malle entière. À l'intérieur, ils récupérèrent un squelette presque complet. Ils examinèrent également le degré de scellement de la malle et la prise du béton. Le chef de l'équipe scientifique s'approcha de Martel. Vu le niveau d'étanchéité, ça a été enterré il y a au moins 8 à 12 ans. Martel hocha la tête et nota les chiffres dans son carnet. En se renseignant sur l'histoire du domaine, un fait attira son attention. Cette fontaine avait été installée en l'an 2000 à l'initiative de la belle-mère, Simone Chevalier. Et 2 ans avant cela, en décembre 1998, la belle-fille Isabelle Dubois avait disparu de ce même domaine. Une affaire de disparition non résolue. Elle avait alors 29 ans, ancienne actrice de cinéma. Martel descendit aux archives au sous-sol de la PJ de Versailles. Il traversa un couloir étroit où les néons clignotaient et s'arrêta devant une étagère en métal poussiéreuse. Il sortit un dossier cartonné portant l'étiquette 1998. En l'ouvrant, il constata qu'il ne contenait que quelques feuilles. C'était bien trop peu pour un rapport d'enquête. Dans la section des conclusions de l'inspecteur de l'époque, le commissaire Yves Leclerc, une seule ligne était écrite « Présomption de fugue ». Pas d'intérêt à poursuivre l'enquête. Martel referma lentement le dossier et ferma les yeux un instant. L'Institut médico-légal compara la structure dentaire du squelette avec les dossiers dentaires d'Isabelle Dubois datant de 1998. Moins de 48 heures plus tard, les résultats tombèrent. Le squelette était bien celui d'Isabelle Dubois. Ce soir-là, tous les journaux télévisés titraient la même chose. L'actrice disparue il y a 10 ans retrouvée morte sous la fontaine du domaine de sa belle famille. L'action de la maison Chevalier chuta lourdement en bourse. Le monde du spectacle et celui des affaires étaient en émoi. Jean-Pierre Chevalier était assis devant la télévision de son bureau. Quand une photo de sa femme à l'apogée de sa gloire apparut à l'écran, il se prit le visage dans les mains. Son dos se voûta et il resta immobile un long moment. Au même moment, Léo rentrait de l'école. Plusieurs paires de chaussures inconnues étaient alignées dans l'entrée et un ruban de police jaune barrait l'accès au parc. Léo s'arrêta serrant les bretelles de son sac. « Monsieur Jacques, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Jacques posa une main sur l'épaule de Léo et le fit entrer doucement. « Jeune maître, montez dans votre chambre pour l'instant. Tout va bien. » Léo tourna la tête pour regarder une dernière fois vers le parc. Une bâche bleue avait été tendue à l'emplacement de la fontaine et des personnes en gants blancs s'agitaient autour. Léo ne savait pas encore que la fissure qu'il avait découverte quelques jours plus tôt, cette fuite d'eau était le point de départ de tout cela. Le 6 octobre 2008 au matin, le capitaine Martel marchait dans une ruelle d'un quartier pavillonnaire de Chartres. Entre de vieux murs, il aperçut un portail étroit. Il sonna. Après un long moment, il entendit du mouvement à l'intérieur. La porte s'ouvrit sur un vieil homme aux cheveux blancs coiffés en arrière. Yves Leclerc, l'inspecteur qui avait été en charge de la disparition d'Isabelle Dubois en 1998. À 70 ans retraité depuis longtemps, son visage était profondément ridé. Martel présenta sa carte de police. Capitaine Olivier Martel, PJ de Versailles. Je viens vous poser quelques questions sur l'affaire de la disparition d'Isabelle Dubois en 1998. Leclerc jeta un coup d'œil à la carte et s'appuya contre le chambranle de la porte. Pourquoi cette affaire ressort-elle maintenant ?
On a retrouvé un squelette sous la fontaine. Il a été identifié comme étant celui d'Isabelle Dubois. La paupière de Leclerc tressaillit. Il pinça les lèvres, regarda un instant le bout de la ruelle, puis secoua la tête. Pour moi, cette affaire était réglée. La belle-fille s'était enfuie, c'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Votre rapport de conclusion ne fait qu'une ligne présomption de fugue. Pas d'intérêt à poursuivre. Une femme de 29 ans qui abandonne son fils de 2 ans et ça se règle en une ligne, la main de Leclerc se crispa sur la porte. Vous ne savez pas comment c'était à l'époque. Je ne pouvais rien faire. C'est justement ce que je veux savoir comment c'était. Leclerc se tut. Il évita son regard, referma la porte et le bruit du verrou résonna dans la ruelle. Martel fixa la porte fermée un long moment, puis sortit son carnet et y nota quelque chose. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Martel rouvrit le dossier de 1998. Un mois avant sa disparition, en novembre 1998, les relevés de carte bancaire d'Isabelle montraient 3 visites à un cabinet d'avocats, le cabinet Bernard, associé dans le 8e arrondissement de Paris. Martel se dirigea aussitôt vers Paris. Le cabinet se trouvait au 7e étage d'un immeuble de bureaux près des Champs, Élysée. Après avoir passé la réception, il fut conduit à un bureau où une avocate d'une 50aine d'années se leva. Maître Isabelle Bernard, l'avocate qui s'était occupée du divorce d'Isabelle Dubois. Vous venez pour le dossier d'Isabelle Dubois, n'est-ce pas? En voyant les nouvelles, je me doutais que vous me contacteriez. Martel s'assit en face d'elle. Est-il exact qu'Isabelle Dubois est venue vous voir en novembre 1998? Oui, c'est exact. Elle est venue 3 fois. Maître Bernard retira ses lunettes et sortit une chemise de son bureau. Elle préparait une procédure de divorce et voulait obtenir la garde exclusive de son fils. Elle était en train de rassembler des informations sur le patrimoine de son mari Jean-Pierre Chevalier et avait également collecté des preuves de sa liaison extra-conjugale. Des preuves de liaison, des relevés d'hôtel, des témoignages, des choses qu'elle avait réunies elle-même. Elle était très déterminée, elle disait qu'il lui fallait des preuves solides pour pouvoir partir avec son fils. Martel hocha la tête en prenant des notes. En quittant Paris pour retourner vers Versailles, Martel décida de sa prochaine destination. Il devait retrouver Marie Lefort, la gouvernante du domaine Chevalier à l'époque. Marie, aujourd'hui âgée de 57 ans, vivait dans un petit appartement dans le centre de Versailles. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit la carte de police, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est pour Madame Isabelle, n'est-ce pas, j'ai vu aux informations, retrouvée sous la fontaine. » Martel hocha la tête et entra dans le salon. Vous souvenez-vous de la nuit du 4 décembre 1998 ? Marie s'assit au bord du canapé, les mains jointes sur les genoux. Ses doigts tremblaient légèrement. Ce soir-là, j'ai entendu des voix s'élever du corps de logis principal. C'était Madame Simone et la jeune Madame Isabelle. Elles ne s'entendaient déjà pas très bien, mais ce soir-là c'était différent. Ce n'était pas une dispute, c'était des hurlements. Avez-vous entendu ce qu'elle disait ? Les murs sont épais. Je n'ai pas pu tout comprendre. Mais j'ai clairement entendu Madame Simone crier, et la voix de la jeune Madame aussi. Ça a duré environ 1 heure. Marie baissa la tête et continua. Le lendemain matin, Madame Simone m'a dit que sa belle-fille avait fait ses valises et était partie, qu'elle n'avait jamais eu sa place dans cette famille. L'avez-vous cru ? À l'époque, oui, c'est ce que Madame Simone disait, alors je l'ai cru. Marie s'interrompit un instant. Elle regarda par la fenêtre, serra les lèvres, puis les entr'ouvrit lentement. Mais il y a une chose qui m'a toujours paru étrange. La jeune madame adorait son fils Léo. Elle n'aurait jamais abandonné un enfant de 2 ans. Ça, pendant 10 ans, ça n'a jamais cessé de me sembler bizarre. Martel referma son carnet et se leva. En 1998, Simone Chevalier avait déclaré à la police que sa belle-fille s'était enfuie avec un autre homme. Le mari Jean-Pierre avait dit la même chose, que leur relation était déjà terminée et qu'il ne voyait pas l'intérêt de la chercher. L'inspecteur de l'époque, Yves Leclerc, avait pris leur déclaration pour argent comptant et l'enquête s'était arrêtée là. Martel consulta à nouveau le dossier de carrière de Leclerc. Il avait pris une retraite anticipée au début de 1999, quelques années avant l'âge légal. Les yeux de Martel s'attardèrent sur cette date. À ce moment-là, en Europe, Simone Chevalier apprit la nouvelle de la découverte du squelette sous la fontaine. La voix de Simone au bout du fil après l'appel de Jean-Pierre monta dans les aigus. Quelle est cette histoire absurde ? Cette fontaine a été construite en mémoire de ton père décédé. Arrête de propager des rumeurs insensées et règle-moi ça immédiatement. Jean-Pierre baissa le combiné, incapable de répondre. Martel rouvrit la déclaration de disparition de 1998. Il manquait quelque chose.
Il n'y avait pas une seule page de déposition de la famille d'Isabelle. Seules les déclarations du mari et de la belle-mère figuraient au dossier. Aucune trace d'un contact avec sa famille. Martel consulta l'état civil d'Isabelle et trouva l'adresse de sa sœur aînée Céline Dubois. Elle habitait à Rouen. Le lendemain après-midi, Martel se tenait devant un immeuble à Rouen. Il sonna. La porte s'ouvrit sur une femme de 43 ans. Céline Dubois avait les mêmes traits que sa sœur, avec des rides plus profondes au coin des lèvres. Avant même que Martel ait pu présenter sa carte et parler, Céline dit « Vous venez pour Isabelle, n'est-ce pas ?»« Oui. J'aurais quelques questions à vous poser. » Assis face à face à la table de la salle à manger, Céline posa une tasse de thé et prit la parole. « Il y a 10 ans. Juste après la disparition de ma sœur, je suis allé chez eux. Vous savez ce que Simone Chevalier m'a dit, votre sœur est partie au Japon avec un homme. Alors ne la cherchez pas. » La main de Céline se crispa autour de la tasse. Les veines sur le dos de sa main se gonflèrent. Au Japon, Isabelle n'avait même pas de passeport, comment aurait-elle pu partir? Ça n'avait aucun sens. Alors je suis allé à la police, avec une lettre que ma sœur m'avait envoyée. Vous aviez apporté une lettre? Oui, je l'ai montrée à un inspecteur, un certain Yves Leclerc. Vous savez ce qu'il m'a dit, après l'avoir parcouru? Céline retira sa main de la tasse et regarda Martel droit dans les yeux. Ce sont les jérémiades d'un couple en crise. Avec ça, on ne peut rien faire. C'est tout ce qu'il a dit avant de me renvoyer. Céline se leva et alla dans la chambre. Elle revint un instant plus tard avec une vieille enveloppe. Les coins étaient jaunis et elle portait de multiples traces de pliage. Le signe qu'elle avait été ouverte et refermée d'innombrables fois en 10 ans. Céline sortit la lettre et la posa sur la table. C'est la dernière lettre qu'Isabelle m'a envoyée en novembre 1998. Je n'ai jamais pu la jeter. Martel enfila des gants et déplia délicatement la lettre. Une écriture fine et tremblante couvrait la page. « Ma chérie, je vais partir d'ici. Je veux tout recommencer avec Léo. Mais je ne sais pas si cette famille me laissera jamais faire. » Le regard de Martel s'arrêta sur la dernière phrase. Il posa la lettre et regarda Céline. Les yeux de Céline étaient rougis. Elle se mordit la lèvre, retenant ses larmes, puis sa voix s'étrangla. « Si cet inspecteur avait lu cette lettre correctement, on aurait pu retrouver ma sœur. 10 ans. J'ai porté ça toute seule pendant 10 ans. » Martel plaça la lettre dans une pochette à sceller. « Cette lettre va nous être utile pour l'enquête. Je vous promets d'aller jusqu'au bout. » Céline tourna la tête et regarda par la fenêtre. Elle resta assise ainsi en silence pendant un long moment. Le 22 octobre 2008, les résultats de l'analyse de l'Institut médico-légal arrivèrent à la PJ de Versailles. Le capitaine Martel déchira l'enveloppe et lut le rapport. L'arrière du crâne présentait une fracture par enfoncement causée par un objet contondant et arrondi. La blessure ne pouvait pas résulter d'une simple chute ou d'un accident. Martel posa le rapport sur son bureau et appela son adjoint, le lieutenant Paul Girard. « On a la cause du décès. Un coup à l'arrière de la tête avec un objet contondant. Ce n'est pas une disparition, c'est un meurtre. » Girard prit le rapport et pinça les lèvres. « Alors la direction de l'enquête change complètement. » « Exactement. Il faut resserrer la liste des suspects. » Martel se plaça devant un tableau blanc. Il prit un marqueur et écrivit 3 noms. Premièrement, Simone Chevalier, la belle-mère. 55 ans en 1998. Présente lors de la violente dispute la dernière nuit. Deuxièmement, Jean-Pierre Chevalier, le mari. 30 ans à l'époque. Son indifférence face à la disparition de sa femme est suspecte. Troisièmement, Feu Henri Chevalier, le beau-père. 60 ans à l'époque. Plusieurs témoignages le décrivent comme autoritaire et oppressif envers sa belle-fille. Martel referma le marqueur. La réponse se trouve parmi ces 3-là. Convoquez Jean-Pierre en premier. Jean-Pierre Chevalier se présenta à la PJ de Versailles ce vendredi-là en tant que témoin. Veste de costume déboutonnée, il s'assit dans la salle d'interrogatoire, des cernes sombres sous les yeux. Martel s'assit en face et alluma l'enregistreur. Où étiez-vous le soir du 4 décembre 1998 ? J'étais en déplacement professionnel à Paris. Où logiez-vous ? Jean-Pierre baissa les yeux vers la table. C'était il y a 10 ans, je ne m'en souviens pas précisément. Y avait-il quelqu'un avec vous ? Je ne m'en souviens pas. Martel le fixa un instant. Les doigts de Jean-Pierre tapotaient nerveusement la table. Vous ne vous souvenez pas. La nuit même où votre femme a disparu, Jean-Pierre ne releva pas la tête. À ce moment-là, je pensais qu'elle était partie de son plein gré. Il n'y avait aucune raison de me souvenir de cette nuit comme d'un jour particulier. Martel n'insista pas et éteignit l'enregistreur.
En sortant de la salle, il fit un signe de tête à Girard. On a fouillé le porte-documents qu'on a saisi dans son bureau. Oui, capitaine. Et on a trouvé quelque chose. Girard sortit une feuille de papier d'une pochette à sceller. Un reçu de carte de crédit jauni. 4 décembre 1998. Hôtel Élysée Plaza Paris, 8e arrondissement. Martel prit le reçu et vérifia la date. La nuit exacte de la disparition. Il était dans un hôtel de luxe à Paris. L'homme qui prétend ne pas se souvenir. Martel remit le reçu dans la pochette. Retrouvez-moi un employé de cet hôtel de l'époque, n'importe qui travaillait à la réception. Girard commença ses recherches et 3 jours plus tard, il trouva quelqu'un. Sylvie Martin, 49 ans, réceptionniste à l'hôtel Élysée Plaza en 1998. Sylvie s'assit dans la salle d'interrogatoire. Le nom de Jean-Pierre Chevalier vous dit-il quelque chose ? Sylvie leva les yeux au plafond cherchant dans ses souvenirs. Jean-Pierre Chevalier, de la maison Chevalier. Oui, je m'en souviens. Dans la seconde moitié de 1998, il est venu plusieurs fois avec la même femme. La même femme. Oui. C'était un visage que je voyais à la télévision à l'époque. Une actrice, je crois, mais je ne me souviens plus de son nom. Elle était jeune et très jolie. Martel nota en demandant « Combien de fois sont-ils venus ? 3 ou 4 fois, je dirais. Ils prenaient toujours la même chambre au même étage. C'est pour ça que je m'en souviens. » En sortant de la salle, Martel s'arrêta devant une fenêtre du couloir. Il sortit une cigarette, puis la remit dans sa poche. L'enquête révélait que Jean-Pierre fréquentait une autre actrice de la même agence, une certaine Chloé Lambert, depuis la fin de 1998. Il était à l'hôtel la nuit de la disparition de sa femme, et loin de s'interroger sur son sort, il avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de la chercher. Sa disparition l'arrangeait. Martel se tourna vers le tableau blanc. À côté du nom de Jean-Pierre, il écrivit « Mobile liaison, alibi pour l'heure du crime ». Son regard se porta sur le 3e nom, Feu Henri Chevalier. Martel appela Girard. Le beau-père Henri Chevalier. Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut confirmer où il était le 4 décembre 1998. Le majordome Jacques Vasseur. Jacques Vasseur se présenta à la police, s'assit et posa sagement les mains sur ses genoux. Le 4 décembre 1998, ce jour-là, Monsieur le Président était au domaine. Après le dîner, il a pris sa tisane dans son bureau et s'est couché tôt. Il était donc sur la propriété. Oui, tout à fait. Martel tourna une page de son carnet. Comment Monsieur le Président se comportait-il habituellement avec sa belle-fille Madame Isabelle ? Le regard de Jacques se baissa un instant. Monsieur le Président était farouchement opposé à ce que la jeune madame reprenne sa carrière d'actrice. Il disait que c'était une honte pour le nom des Chevaliers. Ils se sont violemment disputés une fois à ce sujet. Violemment disputés à quel point ? Jacques se tut, puis dit à voix basse « La jeune madame a été blessée ». Martel et Girard échangèrent un regard. Après l'interrogatoire, Girard commença à faire le tour des cliniques et cabinets médicaux de la région. Dans le 3e, il trouva un dossier médical de 1997. Isabelle Dubois admise pour une côte fêlée. Elle avait déclaré être tombée dans les escaliers, mais une note du médecin précisait « semble être le résultat d'un choc externe ». Girard revint en courant au bureau avec une copie du dossier. « Capitaine, j'ai trouvé la preuve que le beau-père Henri Chevalier a frappé Isabelle en 1997. Elle a eu une côte fêlée. » Martel prit le dossier et l'examina longuement. Il se dirigea vers le tableau blanc et écrivit à côté du nom d'Henri Chevalier, antécédent de violence en 1997. Les 3 suspects avaient un mobile. Simone s'était disputée avec elle la dernière nuit. Jean-Pierre était dans une situation où la disparition de sa femme l'arrangeait. Et Henri avait déjà levé la main sur sa belle-fille. Martel referma son marqueur et s'assit. Il croisa les bras, fixa le tableau blanc, puis dit « Il faut arrêter de se concentrer sur les personnes et regarder les objets. » Girard fronça les sourcils. Les objets, la fontaine. Pourquoi sous la fontaine ? Si on résout ça, on saura qui l'a fait. Martel se leva et sortit des archives de l'Etchouguette le dossier de construction de la fontaine. L'entreprise était Marbriès d'Art. Il faut trouver qui a travaillé sur ce chantier à l'époque. Martel ressortit la copie de la lettre que Céline Dubois lui avait donnée et la posa sur son bureau. « Je ne sais pas si cette famille me laissera jamais faire. » Il fixa cette phrase et ouvrit son carnet. Les préparatifs de divorce confirmés par l'avocate, le témoignage de la gouvernante sur la dispute et cette lettre.
Tout indiquait qu'Isabelle tentait activement de quitter cette maison juste avant de disparaître, une tentative que quelqu'un ne pouvait absolument pas accepter. Martel ouvrit son journal d'enquête et prit un stylo. La question la plus importante dans cette affaire n'est pas qui l'a fait, mais pourquoi précisément sous la fontaine. Il posa son stylo et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait, ne laissant que la lumière des néons dans le bureau de la brigade. Le 3 novembre 2008 au matin, le téléphone sonna à la PJ de Versailles. Le lieutenant Girard décrocha. « PJ de Versailles, j'écoute ». La voix à l'autre bout du fil était basse et rauque. Une toux s'y mêla. « C'est moi qui ai travaillé sur la fontaine du domaine Chevalier en 2000. Ce chantier n'était pas normal. » Girard couvrit le combiné de sa main et fit un signe des yeux à Martel. Martel se leva et s'approcha. « Votre nom, s'il vous plaît ?» L'appel fut coupé. Girard traça immédiatement le numéro. Il provenait d'une maison de soins palliatifs à Étampes. Martel et Girard prirent la route pour Étampes cet après-midi-là. Ils traversèrent le couloir du 3e étage de l'établissement et ouvrirent la porte d'une chambre. Un homme était allongé sur le lit près de la fenêtre. Pascal Moreau, 60 ans. Son visage était cireux et il avait une canule à oxygène dans le nez. Ses poumons étaient gravement atteints et sa poitrine se soulevait lourdement à chaque inspiration. Martel s'assit sur la chaise à côté du lit et lui montra sa carte de police. « C'est bien vous qui avez appelé notre service ce matin. » Pascal Moreau tourna lentement la tête. Ses yeux étaient injectés de sang, ses lèvres sèches. « Oui, j'ai vu aux informations qu'on avait trouvé des os sous la fontaine. En voyant ça, je me suis dit que je ne pouvais plus me taire. » Martel sortit son carnet. « Vous avez travaillé sur la construction de la fontaine du domaine Chevalier en 2000. » « Oui, j'étais chez Marbrier d'Art. J'étais chargé des fondations. » Pascal Moreau toussa une fois et rajusta sa canule. Normalement, pour une fontaine, on creuse à 80 cm, ça suffit. Mais Madame Simone Chevalier est venue sur le chantier elle-même. Elle a choisi l'emplacement de la fontaine juste au-dessus d'une ancienne cave derrière le corps de logis principal. Une cave, oui, une sorte de cellier semi-enterré. Ils y stockaient de vieilles affaires. Quand on a creusé jusqu'au fond de cette cave, Pascal Moreau s'interrompit et regarda le plafond. Il ferma les yeux un instant. On a trouvé une énorme malle en caoutchouc enveloppée dans une bâche. Le stylo de Martel s'arrêta. « Vous avez vu la malle ?»« Oui. C'était bizarre, alors j'ai demandé à Madame Chevalier ce que c'était. » Pascal Moreau se lécha les lèvres sèches et continua. « Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Que c'était une sorte de capsule temporelle avec des souvenirs de son beau-père, qu'il ne fallait surtout pas l'ouvrir et qu'on devait couler le béton directement dessus. » Martel leva les yeux vers Pascal Moreau. « Et vous avez suivi ses instructions ?» Le regard de Pascal Moreau se posa sur la couverture. Il tapota du doigt le cathéter sur le dos de sa main. « Oui, ce jour-là, Madame Chevalier m'a donné le triple du prix du chantier en liquide. L'enveloppe était épaisse comme ça. » Pascal Moreau écarta le pouce et l'index pour montrer l'épaisseur. Et elle a ajouté qu'il ne fallait parler de ce chantier à personne. J'ai bien senti que quelque chose clochait. Mais à l'époque, j'avais besoin d'argent et je me suis dit que c'était des histoires de riches. » Pascal Moreau laissa sa phrase en suspens et tourna la tête. La lumière d'un soleil d'automne tardif entrait obliquement dans la chambre. J'ai essayé d'oublier pendant 8 ans. Mais depuis que je suis hospitalisé ici au début de l'année, j'ai beaucoup de temps pour penser et ce souvenir n'arrêtait pas de revenir. Et puis j'ai vu les informations. Pascal Moreau se tourna à nouveau vers Martel. Ses yeux injectés de sang se remplirent de larmes. Si j'avais appelé la police à l'époque être que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Je veux mourir avec la conscience tranquille. Martel referma son carnet et resta silencieux un instant. Il inclina la tête et dit « Monsieur, grâce à vous, nous venons de faire un grand pas. Nous allons devoir prendre votre déposition officielle, cela vous convient-il ?» Pascal Moreau hocha la tête. Après avoir recueilli sa déposition, Martel s'arrêta sur le parking de l'hôpital. Girard l'attendait à côté de la voiture. « Capitaine, avec ça, on a la preuve que Simone Chevalier a fait construire la fontaine directement sur le corps. Ce n'est pas encore suffisant. Nous n'avons qu'un seul témoin. Il nous faut plus. » Martel ouvrit la portière. « Il faut retourner examiner cette cave sous les fondations de la fontaine. » De retour à Versailles, l'équipe d'enquête se rendit au domaine Chevalier. Après le démantèlement complet de la fontaine, la structure de l'ancienne cave fut réexaminée par l'identité judiciaire. Une rampe d'accès en pente menant à la cave
se trouvait à seulement 7 ou 8 mètres de la porte arrière du corps de logis principal, avec une inclinaison d'environ 30 degrés. Des échantillons de terre furent prélevés au fond de la cave pour une analyse approfondie. Quelques jours plus tard, les résultats arrivèrent. Des traces infimes de composés spécifiques à la décomposition d'un corps humain furent détectées dans le sol de la cave. Cela confirmait l'hypothèse que le corps y avait été conservé pendant une longue période scellé dans la malle. Martel se tint devant le tableau blanc et reconstitua la chronologie. 1. Décembre 1998, immédiatement après le crime, Simone place le corps dans la malle en caoutchouc, la scelle, et la cache dans la cave. 2. 1999, Henri Chevalier est victime d'un AVC et est hospitalisé. Simone prend le contrôle total de la gestion du domaine. 3. Printemps 2000. Sous prétexte de réaménager le parc en l'honneur de son mari, elle ordonne la construction d'une fontaine juste au-dessus de la cave. La malle se retrouve définitivement scellée sous le béton. Martel posa le marqueur et se retourna. Girard regardait le tableau. Elle n'a pas déplacé le corps, elle a construit par-dessus. Exact. Et après la mort d'Henri, chaque année, elle a organisé une cérémonie commémorative à cet endroit. La famille, les amis, tout le monde se rassemblait devant la fontaine pour déposer des fleurs et se recueillir. Qui aurait eu l'idée de creuser là? Martel s'assit et croisa les bras. En utilisant le prétexte de la commémoration et du souvenir, elle a fait en sorte que personne ne se doute de rien pendant 10 ans. La fontaine n'était pas une simple décoration, c'était un couvercle. À ce moment-là, Jean-Pierre Chevalier fit une déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Il affirmait n'avoir été en rien impliqué dans la mort de sa femme et ignorait totalement les agissements de sa mère. L'équipe d'enquête vérifia la date de retour de Simone Chevalier, 12 novembre aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Martel ouvrit son journal d'enquête et prit un stylo. On l'interpelle à l'aéroport. Le 12 novembre 2008, 15h00, aéroport de Paris-Charles de Gaulle, terminal des arrivées. Le capitaine Martel était adossé à un pilier près de la porte de sortie. Le lieutenant Girard se tenait de l'autre côté observant le tableau d'affichage. Le vol Air France en provenance de Paris avait atterri 20 minutes plus tôt et les passagers commençaient à sortir. Simone Chevalier apparut à 15h28. 65 ans, cheveux blancs, impeccablement coiffés en chignon, vêtu d'un manteau noir. Sa démarche, en tirant sa valise, était assurée. Martel se détacha du pilier et s'avança. Madame Simone Chevalier, capitaine Olivier Martel, police judiciaire de Versailles. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Simone s'arrêta et leva les yeux vers Martel. Son regard se rétrécit. De quel droit j'appelle mon avocat? Il s'agit d'une audition libre. Nous ne vous contraignons pas, nous sollicitons votre coopération. Simone serra la poignée de sa valise. Elle regarda autour d'elle puis pinça les lèvres. J'appelle d'abord mon avocat. Salle d'interrogatoire de la PJ de Versailles. Simone ne s'assit qu'après l'arrivée de son avocat. Le dos droit, les mains posées sur ses genoux, sa posture était impeccable. Martel s'assit en face et alluma l'enregistreur. Le squelette de votre belle-fille Isabelle Dubois a été retrouvé dans les fondations de la fontaine. Cette fontaine a bien été installée en 2000, n'est-ce pas? Simone ne hocha pas la tête mais répondit « C'est exact. Je l'ai fait construire en mémoire de mon mari. Cela n'a rien à voir avec ma belle-fille. » Les fondations étaient particulièrement profondes pour une simple fontaine. Quand le marbre est lourd, les fondations doivent être solides, non. C'est l'entreprise qui s'en est chargée. Martel sortit de son dossier une copie de la déposition de Pascal Moreau. Le marbrier qui a réalisé les travaux en 2000, M. Pascal Moreau, a témoigné. Il a déclaré que vous êtes venu en personne sur le chantier pour désigner l'emplacement de la fontaine juste au-dessus de l'ancienne cave. Qu'en découvrant une malle en caoutchouc enveloppée dans une bâche, vous lui avez ordonné de ne pas y toucher et de couler le béton par-dessus. Vous avez également payé le triple du prix en liquide et exigé le secret. La paupière de Simone tressaillit, mais sa voix resta ferme. Vous savez où est cet homme en ce moment dans une maison de soins palliatifs. Ses poumons sont atteints, son esprit est confus. Et vous allez croire les dires d'un homme dans cet état. Martel remit la déposition dans le dossier et fixa Simone en silence. Elle ne détourna pas le regard. Ma belle-fille s'est enfuie avec un autre homme en 1998. C'est ce que j'ai dit à la police à l'époque. L'interrogatoire, n'avançant plus, Martel éteignit l'enregistreur et sortit. Dans le couloir, Girard l'attendait avec une liasse de documents. Il avait l'air agité. « Capitaine, en creusant sur le beau-père Henri Chevalier, j'ai trouvé autre chose.
Quoi donc? On avait déjà la preuve qu'il avait frappé Isabelle en 1997. Mais dans ce même dossier médical, il y avait une note supplémentaire du médecin. Girard déplia le document sous les yeux de Martel. Présence d'ecchymoses anciennes sur le dos et les bras de la patiente. Suggère des violences répétées et non un incident isolé. Il ne l'a pas frappée qu'une fois, mais de manière habituelle. Martel prit le document et le lut attentivement. Henri Chevalier battait sa belle-fille de façon régulière. Oui. Et le 4 décembre 1998, il était bien au domaine. Le majordome l'a confirmé. Girard baissa la voix. Capitaine, et si le véritable coupable était le beau-père Henri Chevalier, et si Simone n'avait fait que cacher le corps pour couvrir le crime de son mari, Martel posa le document et regarda par la fenêtre du couloir. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parking. Il tapota le rebord de la fenêtre pensif. Henri Chevalier avait des antécédents de violences répétées sur Isabelle, il était présent sur les lieux le soir du crime et s'opposait violemment à sa carrière, la qualifiant de honte pour la famille. Un vent nouveau commençait à souffler au sein de l'équipe d'enquête. Martel retira sa main de la fenêtre et se tourna vers Girard. Vérifiez l'état de santé d'Henri Chevalier en décembre 1998, tout son dossier médical. Girard hocha la tête et partit. 2 jours plus tard, le dossier médical d'Henri arriva. Martel l'ouvrit. À partir d'octobre 1998, Henri souffrait de graves problèmes articulaires et des premiers symptômes d'une maladie vasculaire cérébrale. Il était incapable de marcher correctement sans une canne. Le rapport du médecin indiquait aide à la marche indispensable, force musculaire des membres supérieurs significativement réduite. Martel posa le dossier sur son bureau et secoua la tête. Un vieil homme de 64 ans qui ne peut pas marcher sans canne, ne peut pas frapper une femme de 29 ans à l'arrière de la tête avec assez de force pour lui enfoncer le crâne. C'est impossible. Girard pinça les lèvres. Alors ce n'est pas Henri. Les dossiers médicaux sont clairs. Physiquement, c'était impossible. Martel se dirigea vers le tableau blanc et traça une ligne sur le nom d'Henri Chevalier. Son regard se posa à nouveau sur le nom de Simone. Il repassa ses faits et gestes. Le 4 décembre 1998, il n'existait aucun témoignage ni aucune preuve plaçant Simone hors du domaine. Au contraire, le témoignage de la gouvernante la situait dans le corps de logis principal avec Isabelle ce soir-là. Martel s'apprêtait à s'asseoir quand Girard entra en trombe, un journal à la main. « Capitaine, il faut que vous voyiez ça. » Un gros titre barrait le bas de la page. L'ancien agent d'Isabelle Dubois parle pour la première fois en 10 ans. Le nom d'Antoine Lefebvre apparaissait sur la première ligne. Martel lut l'article. L'ancien agent d'Isabelle, Antoine Lefebvre, affirmait dans une interview qu'il avait eu une liaison avec elle et qu'il lui avait proposé de s'enfuir ensemble début décembre 1998. Martel plia le journal les yeux plissés. Quelle était l'affirmation de Simone depuis le début? Qu'elle s'était enfuie avec un autre homme? Martel posa le journal sur son bureau. « Convoquez-le ». Antoine Lefebvre se présenta à la PJ le lendemain après-midi. 45 ans, lunettes de soleil sur la tête, il s'assit dans la salle d'interrogatoire. « Est-il vrai que vous aviez une liaison avec Isabelle Dubois ?» Lefebvre croisa les jambes. « C'est la vérité. On s'est rapprochés en travaillant ensemble. Elle avait aussi des sentiments pour moi. Et vous lui avez proposé de partir ensemble en décembre 1998. Oui, je lui ai dit de quitter cette famille pour qu'on puisse recommencer une nouvelle vie. » Martel le fixa droit dans les yeux. Le regard de Lefebvre dériva un instant vers le mur. Qu'a-t-elle répondu? Elle m'a remercié. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Martel hocha la tête et sortit une feuille d'un dossier. Une déposition supplémentaire de l'avocate Maître Bernard. Voici la déposition de l'avocate qui s'occupait du divorce d'Isabelle. Elle y rapporte les propos exacts d'Isabelle. Elle lui a dit qu'un certain Antoine Lefebvre, son ancien agent, la contactait sans cesse et que cela la mettait mal à l'aise. Qu'elle avait refusé sa proposition de partir avec lui. Les jambes de Lefebvre se décroisèrent. Ses mains se posèrent sur ses genoux. Elle a pu dire ça à son avocate, mais c'était donc un amour à sens unique. Lefebvre se tut. Martel n'insista pas et remit la déposition dans le dossier. En sortant de la salle, Martel dit à Girard dans le couloir « L'histoire de la fugue avec un amant, c'est une invention de Simone depuis le début. Elle s'est servie des sentiments non réciproques de cet homme pour monter de toutes pièces un scénario crédible. » Girard hocha la tête. Alors maintenant tout pointe vers Simone Chevalier. En retournant dans son bureau, Martel regarda le tableau blanc. Le nom d'Henri était barré.
À côté de celui de Jean-Pierre, il y avait alibi. Seul le nom de Simone restait intact. Martel prit le marqueur et entoura le nom de Simone Chevalier. Le 20 novembre 2008, le rapport final de l'Institut médico-légal arriva. Martel l'ouvrit. La forme de la fracture par enfoncement à l'arrière du crâne correspondait à un coup porté par un objet lourd et arrondi. Un seul coup violent porté de haut en bas et d'arrière en avant. Une ligne était ajoutée en bas du rapport. L'agresseur est de taille égale ou légèrement inférieure à celle de la victime. Martel posa le rapport et ouvrit son carnet. Simone Chevalier, 1m57. Isabelle Dubois, 1m65. Si Simone l'avait frappé par derrière, la trajectoire du coup correspondait parfaitement. Martel appela Girard. On requalifie Simone Chevalier en suspecte principale. Demande un mandat d'amener. Girard hocha la tête et se leva. Et retournez perquisitionner le domaine. Il faut obtenir une liste des objets présents dans le salon en 1998. L'équipe d'enquêteurs entra dans le corps de logis principal. Sur une console du salon, 3 vases en marbre étaient alignés. Girard examina l'espace entre eux. Il y avait clairement la place pour un 4e. Une marque de poussière circulaire était visible à l'emplacement vide. Le majordome Jacques Vasseur se tenait devant les enquêteurs et désigna les vases. À l'origine, c'était un ensemble de 4. Je savais qu'il en manquait un. Depuis quand a-t-il disparu ? Jacques plissa les yeux, cherchant dans ses souvenirs. Fin 1998, je dirais. J'ai demandé à Madame Simone, elle m'a dit qu'il s'était cassé et qu'elle l'avait jeté. Martel Gantet souleva l'un des vases restants. C'était lourd. Le marbre pesait son poids et la base était cylindrique et arrondie. La forme correspondait à l'objet lourd et arrondi décrit dans le rapport d'autopsie. Martel reposa le vase et regarda Girard. Un des 4 a disparu, et ça coïncide avec la fin de l'année 1998. Girard hocha la tête et prit des photos. Le 25 novembre 2008, 10h, Simone Chevalier, accompagnée de son avocat, se présenta à la PJ de Versailles. Vêtue d'un tailleur noir, des perles aux oreilles. Elle s'assit dans la salle d'interrogatoire, posa son sac sur ses genoux, le dos toujours aussi droit. Martel s'assit en face. Après avoir allumé l'enregistreur et la caméra, il ne sortit aucun document. Il posa ses mains à plat sur la table et la regarda. « Madame, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions simplement. J'aimerais que vous me racontiez comment vous avez protégé cette famille pendant toutes ces années. » Simone observa Martel un instant. Une lueur de méfiance passa dans ses yeux, mais elle répondit « Que voulez-vous savoir ? En quelle année êtes-vous entré dans la famille Chevalier ? » « En 1965. J'avais 22 ans. Cela fait plus de 40 ans. » Simone hocha la tête. « Ça n'a pas dû être facile quand votre beau-père était encore en vie. » Les doigts de Simone bougèrent imperceptiblement sur la anse de son sac. « Quelle belle fille a la vie facile. Mais j'ai tenu ma place. J'ai entendu dire que vous vous êtes occupée seule de votre mari malade. Après son AVC, je me suis occupée de lui pendant 7 ans à la maison, et c'est moi qui ai élevé Léo. » Martel hocha lentement la tête en l'écoutant. Simone continua. Elle parla des infidélités de son mari, qu'elle avait supporté des brimades de son beau-père, des responsabilités de la famille qu'elle avait assumées seule. Pendant plus d'1 heure, Simone déroula 30 ans de sa vie et sa voix gagna en assurance. Si cette maison a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est entièrement grâce à moi. Sans moi, la famille Chevalier se serait effondrée depuis longtemps. Martel but une gorgée d'eau calmement. En reposant sa tasse, il changea de sujet. « Madame, nous devons maintenant parler du 4 décembre 1998. » Les épaules de Simone se raidirent légèrement. « Lorsque votre belle-fille Isabelle est venue vous voir avec les papiers du divorce, qu'avez-vous pensé ?» Le souffle de Simone se coupa. Ses lèvres s'entr'ouvrirent puis se refermèrent. Un silence s'installa dans la pièce. Seule la lumière rouge de la caméra clignotait. 1, 2, 3 secondes. Le regard de Simone était fixé sur un point de la table. 4, 5, 6 secondes. Son avocat la regarda du coin de l'œil. 7 secondes. Simone prit la parole. « Les papiers du divorce, de quoi parlez-vous » Martel sortit une feuille d'un dossier et la posa sur la table. Une copie de la demande de divorce datée du 28 novembre 1998, obtenue auprès du cabinet Bernard, associé. C'est la demande de divorce préparée par Madame Isabelle. Martel pointa le bas du document du doigt. « Regardez ici, l'adresse de signification est celle du corps de logis principal du domaine. C'est votre adresse. » Les yeux de Simone restèrent fixés sur le document. Son regard ne quittait pas la ligne de l'adresse. Martel commença à sortir d'autres documents de son dossier un par un,
La transcription de la déposition de M. Pascal Moreau. Il y est dit qu'en 2000, vous avez personnellement désigné l'emplacement de la fontaine au-dessus de la cave et ordonné de ne pas toucher à la malle. Un autre papier fut posé sur la table. Les résultats de l'analyse du sol de la cave. Il révèle la présence de composés spécifiques à la conservation d'un corps humain sur une longue période. Le visage de Simone devint blême. L'analyse de la trajectoire du coup sur le squelette. L'agresseur est plus petit que la victime et a frappé par derrière avec un objet lourd et arrondi. Martel sortit un dernier document. Un des 4 vases en marbre du salon a disparu fin 1998. Et nous avons le témoignage de la gouvernante Marie Lefort qui a entendu une violente dispute entre vous et Isabelle ce soir-là. Les 5 documents étaient alignés sur la table. Le regard de Simone errait de l'un à l'autre. Ses lèvres tremblaient. L'horloge de la salle d'interrogatoire indiquait que plus de 3 heures s'étaient écoulées. La respiration de Simone devint haletante. Les jointures de ses doigts crispés sur son sac étaient blanches. Soudain, elle repoussa le sac de ses genoux. Elle voulait détruire cette famille. Sa voix monta. J'ai protégé le nom des Chevaliers pendant plus de 30 ans. Et voilà qu'elle arrive, elle veut divorcer, elle veut la garde de l'enfant, elle veut une pension. Qu'est-ce qu'il serait advenu de cette famille ? L'avocat attrapa le bras de Simone et lui murmura quelque chose à l'oreille. Simone rejeta sa main. Martel ne changea pas de posture. Les 2 mains toujours posées sur la table, il demanda d'une voix basse et calme « Madame, que s'est-il passé le soir du 4 décembre ?» La bouche de Simone s'ouvrit puis se referma. L'avocat lui toucha à nouveau l'épaule. Un long silence pesa sur la pièce. Simone baissa la tête et dit « Elle a dit qu'elle partirait avec Léo. » C'était impossible. Les yeux de Martel bougèrent imperceptiblement. Il jeta un coup d'œil à la lumière rouge de la caméra. Elle fonctionnait. Martel se leva. « Madame, voulez-vous faire une pause ? Je peux vous laisser du temps pour vous entretenir avec votre avocat. » Simone ne répondit pas. La tête baissée, elle regardait les documents étalés sur la table. Ses mains sur ses genoux tremblaient. Martel ouvrit la porte sortie et croisa le regard de Girard dans le couloir. Girard demanda à voix basse « Quelle est la prochaine étape ?» Martel regarda la fenêtre au bout du couloir et répondit « On attend. Elle a déjà commencé à s'effondrer. » Le 26 novembre 2008-90, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit. Simone entra le visage différent de la veille. Des cernes noires marquaient ses yeux, ses lèvres étaient exsangues. Après une nuit de discussion avec son avocat, sa position avait changé. L'avocat prit la parole en premier. « Ma cliente va faire une déclaration sur les événements de la nuit du 4 décembre 1998. Je tiens à préciser d'emblée que la position de ma cliente est qu'il s'agissait d'un accident et non d'un acte intentionnel. » Martel hocha la tête et alluma l'enregistreur et la caméra. « Madame, racontez-nous ce qui s'est passé cette nuit-là. » Simone regarda ses propres mains posées sur la table, tachetées de vieillesse les jointures épaisses. Après un long moment, elle commença à parler. C'était le soir du 4 décembre. Jean-Pierre était parti à Paris. Elle est venue me trouver au corps de logis principal. 10 ans plus tôt, le 4 décembre 1998, la lumière était allumée au domaine Chevalier. Un vent d'hiver s'infiltrait par les interstices des fenêtres. Sur la console du salon, 4 vases en marbre étaient alignés. Isabelle Dubois entra dans le salon. Le visage qui avait autrefois captivé le public était émacié, ses pommettes saillantes. Elle tenait une enveloppe à la main. Simone était assise sur le canapé regardant la télévision. Elle leva les yeux vers Isabelle et posa la télécommande. « Qu'est-ce que tu fais là à cette heure ? Belle maman, il faut que je vous parle. » Isabelle sortit une liasse de papier de l'enveloppe et la posa sur la table basse. « Je veux divorcer. Mon avocate a tout préparé. » La main de Simone se figea sur la télécommande. Elle baissa les yeux vers les papiers puis releva lentement la tête. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Que je divorce. Et je pars avec Léo. » Simone se leva du canapé. Elle saisit les papiers et parcourut la première page. Les mots « demande de divorce » lui sautèrent aux yeux. À la rubrique « Garde des enfants », le nom de Léo Chevalier était inscrit. Les papiers se froissèrent dans la main de Simone. « Partir avec Léo, toi, Léo est mon fils. Avant d'être ton fils, il est le petit-fils de la famille Chevalier. C'est hors de question. » Isabelle recula d'un pas. « Belle maman, ma décision est prise. Je ne peux plus vivre dans cette maison. » Le visage de Simone se durcit. Elle jeta les papiers froissés sur la table. « Tu ne peux plus vivre ici. Tu sais comment j'ai tenu pendant 30 ans dans cette maison. Même quand mon beau-père me frappait, même quand mon mari me trompait. J'ai serré les dents et j'ai tenu ma place.
Et toi, tu veux divorcer, demander une pension? Qu'est-ce que ça fait de mes 30 années de sacrifice? Belle maman, je comprends votre situation. Mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir ma propre vie. Isabelle se pencha pour ramasser les papiers sur la table. Je reprends ces documents. J'ai dit à mon avocate que je les lui renverrai. Simone attrapa le poignet d'Isabelle. Que tu partes d'ici soit. Mais Léo non. Léo est un enfant de cette famille. Isabelle se dégagea brusquement. Elle remit les papiers dans l'enveloppe et tourna le dos. Je ne partirai pas sans Léo. Nous partons ensemble. Isabelle se dirigea vers la porte du salon. Simone la regarda s'éloigner. Son regard se posa sur les vases en marbre sur la console. Sa main se referma sur un vase, le souleva. Le marbre lourd pesa dans sa paume. Simone fit un pas vers Isabelle et abattit le vase. Un son sourd résonna dans le salon. Isabelle s'effondra sur le sol. L'enveloppe tomba, les papiers s'éparpillèrent. Elle ne bougeait plus. Simone resta debout, le vase à la main, sa respiration forte et saccadée. Elle posa le vase par terre et s'agenouilla à côté d'Isabelle. Elle lui prit le poignet. Le pouls ne battait plus. 2008 salles d'interrogatoire. Simone s'arrêta de parler et se prit le visage dans les mains. Après un long moment, elle reprit « Je voulais juste l'assommer. Je ne voulais pas la tuer. » Martel sortit un document et le posa sur la table. Le rapport de l'Institut médico-légal. Le crâne est enfoncé de 2,5 cm. Ce n'est pas la force qu'on utilise pour simplement assommer quelqu'un. Simone baissa les mains et regarda le rapport. Elle ne dit rien. Martel demanda « Qu'avez-vous fait ensuite ?» Simone, la tête baissée, continua son récit. « J'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, seule, je l'ai enveloppée dans une couverture et je l'ai mise dans la grande malle en caoutchouc qui servait pour le jardin dans l'arrière-cuisine. 4 décembre 1998 après minuit. Simone était seule dans le salon. Elle enveloppa le corps d'Isabelle dans une couverture. Elle traîna la grande malle en caoutchouc de l'arrière-cuisine jusqu'au salon et la coucha sur le sol. Elle poussa le corps enveloppé à l'intérieur et referma le couvercle hermétiquement. Elle redressa la malle, puis la fit rouler sur le sol. Elle ouvrit la porte arrière du corps de logis. L'air froid de la nuit s'engouffra à l'intérieur. De la porte à l'entrée de la cave, il y avait 7 ou 8 mètres en pente. Elle poussa la malle dans la descente. Elle glissa le long de la rampe jusqu'au fond de la cave. 2008 salles d'interrogatoire. Martel demanda « Était-il possible pour vous de déplacer seul une malle contenant un corps ?» La malle était cylindrique, en l'inclinant je pouvais la faire rouler. Et comme l'entrée de la cave était en pente, il n'a pas été difficile de la pousser dedans. Martel tourna une page de son carnet. Sa déclaration correspondait aux constatations faites sur les lieux par son équipe. Et le lendemain, le matin, j'ai dit à Marie, la gouvernante, que ma belle-fille avait fait ses valises et était partie. Le soir même, j'ai brûlé en cachette les vêtements et la valise qui se trouvaient dans la chambre d'Isabelle. Et votre mari, quand Jean-Pierre est rentré et a demandé où était Isabelle, je lui ai dit la même chose. Qu'elle était partie. Il n'a pas posé d'autres questions. Un rictus se dessina sur les lèvres de Simone. Ni un sourire, ni un sanglot. Il ne m'a jamais demandé où elle était passée. Pas une seule fois. Martel posa son stylo un instant et la regarda. Combien de temps le corps est-il resté dans la cave ? Environ 1 an et demi. Fin 1999, mon mari a eu son AVC et a été hospitalisé. C'est à ce moment-là que j'ai pris en main toutes les affaires de la maison. C'est là que j'ai décidé de refaire le parc. Sous prétexte de rendre hommage à votre mari. Oui, en construisant une fontaine sur la cave, personne n'irait jamais y toucher. Si c'est pour un hommage qui irait creuser à cet endroit, Simone releva la tête et regarda Martel. Chaque année, on organisait une cérémonie devant la fontaine. La famille, les proches, tout le monde venait déposer des fleurs et se recueillir. Personne n'a jamais rien su. Pendant 10 ans, un silence s'installa dans la pièce. Martel posa son stylo et demanda une dernière question. Pourquoi ? Le menton de Simone se mit à trembler. Elle serra les poings sur ses genoux. 30 ans que j'étais mariée dans cette famille. J'ai supporté les infidélités de mon mari, les humiliations de mon beau-père. J'ai tout enduré pour une seule chose, préserver ce nom. Et cette femme arrive, elle veut divorcer, emmener mon petit-fils. Qu'est-ce que ça faisait de mes 30 années ? C'était nier toute ma vie. Des larmes coulèrent sur les joues de Simone. Elle ne les essuya pas. Martel éteignit l'enregistreur, il rangea ses documents et se leva. L'équipe d'enquête rassembla les aveux de Simone et les preuves matérielles. Le rapport d'autopsie, le témoignage de Pascal Moreau, l'analyse du sol de la cave, les papiers du divorce,
le témoignage de la gouvernante, le vase en marbre, manquant les restes de la malle en caoutchouc. Tout s'emboîtait parfaitement. Martel demanda une mise en examen et un mandat de dépôt qui fut accordé par le juge d'instruction. Le 27 novembre 2008, Simone Chevalier fut incarcérée. En quittant la salle d'interrogatoire, son dos pour la première fois était voûté. Sous le néon du couloir, sa petite silhouette projetait une longue ombre. En décembre 2008, le parquet de Versailles mit Simone Chevalier en accusation. Le drame de 1998 et les 10 années de dissimulation du corps étaient détaillés dans l'acte d'accusation. Le délai de prescription pour un meurtre étant de 20 ans en France, le procès put avoir lieu normalement. Cour d'assises des Yvelines. Simone Chevalier était dans le box des accusés. Vêtue de noir sans maquillage, ses joues s'étaient encore creusées en un mois. La défense plaida l'acte involontaire. Simone n'avait pas eu l'intention de tuer Isabelle, il s'agissait d'une tragédie résultant d'un coup parti sous le coup de la colère. L'accusation avait une autre lecture. L'avocat général énuméra les preuves. L'accusée a immédiatement après les faits scellé le corps dans une malle et l'a caché dans une cave. 1 an et demi plus tard, elle a fait construire une fontaine par-dessus et l'a scellée sous du béton. Est-ce là le comportement d'une personne après un accident ? Simone, la tête baissée, ne dit rien. L'accusé a menti pendant 10 ans à la famille de la victime, affirmant que la défunte s'était enfuie avec un amant. Lorsque la sœur de la victime s'est présentée à la police, ce mensonge a fait obstacle à l'enquête. Au premier rang du public, Céline Dubois était assise. Sur ses genoux, elle tenait un vieux portefeuille ayant appartenu à sa sœur. Au cours du procès, le nom de Jean-Pierre Chevalier fut également mentionné. Sa présence à l'hôtel avec une autre femme, le soir du 4 décembre, son manque de curiosité face à la disparition de sa femme, tout fut exposé. Mais Jean-Pierre ne se présenta pas comme témoin. Il se contenta d'une déposition écrite par l'intermédiaire de son avocat, puis se retira de la direction de la maison Chevalier. Pascal Moreau témoigna en janvier 2009. Il était en fauteuil roulant une bouteille d'oxygène à ses côtés. Son visage était cireux et il était essoufflé à chaque phrase. En 2000, Madame Simone Chevalier est venue en personne sur le chantier pour désigner l'emplacement de la fontaine juste au-dessus de la cave. Elle a dit de ne pas toucher à la malle et de couler le béton par-dessus. L'avocat général demanda « Avez-vous trouvé cela étrange à l'époque ?» Pascal Moreau rajusta sa canule et hocha la tête. « Oui, c'était étrange. Mais elle m'a donné le triple du prix pour que je me taise, alors sur le moment j'ai laissé passer. » La voix de Pascal Moreau se fit plus faible. « Je le regrette. J'aurais dû appeler la police à ce moment-là. » En mars 2009, jour du verdict. Simone dans le box regardait droit devant elle. Le président de la cour lut le jugement. La cour prend en considération les décennies de sacrifices de l'accusé pour sa famille. Cependant, le fait d'ôter la vie à sa belle-fille et d'empêcher pendant 10 ans les proches d'accéder à la vérité ne peut être justifié par aucune circonstance. La peine fut de 17 ans de réclusion criminelle. Quand Simone se leva, ses jambes flageolèrent. Un garde la soutint. En se retournant une dernière fois vers le public, son regard croisa celui de Céline. Céline, serrant le vieux portefeuille de sa sœur contre sa poitrine, la fixait. Simone détourna la première le regard. À la sortie du tribunal, les journalistes se pressèrent autour de Céline. Elle s'arrêta et ne dit qu'une phrase « Ma sœur voulait juste vivre une vie normale, avec son fils c'est tout ». Elle tourna le dos et descendit les marches du palais de justice. Personne n'osa la suivre. L'ancien commissaire Yves Leclerc fit l'objet d'une enquête de l'IGPN, la police des polices. Le fait qu'il avait ignoré les appels de Céline même avec la lettre fut mis en lumière. Sa responsabilité pour manquement professionnel fut reconnue et une partie de sa pension de retraite fut révoquée. On dit qu'il a gardé la tête baissée durant toute l'enquête. 10 jours après son témoignage, Pascal Moreau s'éteignit dans sa maison de soins à Étampes. Le capitaine Martel assista à ses funérailles. Debout devant le portrait du défunt, il le fixa un long moment puis s'inclina. « Monsieur, grâce à vous, nous avons pu briser un mensonge qui durait depuis 10 ans. » Martel alluma une bougie et se retira. Le printemps 2009 arriva. Léo, devenu collégien, traversait une période difficile. Chaque fois qu'il entendait des chuchotements dans les couloirs, il baissait la tête. Il passait de plus en plus de déjeuners seul dans un coin de la cour de récréation. Jean-Pierre n'était pas en état de s'occuper de lui. Retiré des affaires, il s'était enfermé chez lui et ne voyait plus personne. Céline vint à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Elle attendit Léo devant son collège et l'appela à sa sortie. « Léo !» Léo leva la tête. Il ne la connaissait pas.
Vous êtes qui ? Je m'appelle Céline, je suis la sœur de ta mère. Les yeux de Léo s'agrandirent. Il resta là immobile, serrant les bretelles de son sac. Léo partit vivre chez Céline dans son petit appartement à Rouen. Céline lui prépara une chambre avec un nouveau bureau et un nouveau lit. Un soir, elle posa un vieil album photo sur la table. « Je crois qu'il est temps que tu vois ça. » Léo ouvrit l'album. Dès la première page, une femme qu'il ne connaissait pas. Jeune, le visage radieux, elle souriait à l'objectif. En tournant la page, il vit une photo de baptême. La même femme tenait un bébé dans ses bras. Elle souriait en frottant sa joue contre celle du bébé joufflu. La main de Léo s'arrêta. « C'est maman. Oui, c'est la photo de ton baptême. C'est ta mère qui te tient dans ses bras. » Léo posa son doigt sur la photo. Il caressa lentement le visage de sa mère. Il n'avait aucun souvenir. C'était à 13 ans qu'il voyait pour la première fois le visage de sa mère disparu quand il en avait 2. Céline posa une main sur l'épaule de Léo. « Léo, tu sais, le sol qui s'est effondré près de la fontaine. C'est toi qui l'as découvert, n'est-ce pas ?» Léo, sans quitter la photo des yeux, hocha la tête. « Si tu n'avais pas trouvé ça, ta mère serait encore là, dessous. » Le doigt de Léo s'immobilisa sur la photo. Il leva la tête vers Céline. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortit. Il serra l'album photo contre sa poitrine. Au printemps 2009, la fontaine du domaine Chevalier fut entièrement démolie. L'emplacement débarrassé jusqu'aux fondations en béton resta vide. Une terre nue. Quelques jours plus tard, entre les fissures de la terre sèche des herbes sauvages commencèrent à pousser. Le capitaine Martel, en rédigeant son rapport de clôture, se rendit une dernière fois sur les lieux. Il contempla longuement la parcelle de terre vide au milieu du parc. Il sortit son carnet et écrivit la dernière phrase de son rapport. « Cette affaire n'est pas le fruit d'un complot sophistiqué ou d'un crime organisé, mais la tragédie d'une obsession pour le nom et l'honneur d'une famille qui a dévoré la vie d'une femme et 10 années, l'enfance d'un garçon. » Il referma son carnet et quitta le parc. Le portail se referma. Sur la terre vide, le vent du printemps passa. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous pouviez laisser un commentaire pour me dire que vous avez apprécié, cela me serait d'une grande aide. Je vous souhaite une journée remplie de lumière et de moments de paix.